L'USS Massachusetts est souvent considéré comme l'un des pires cuirassés jamais construits. Et ce n'est sans doute pas un hasard s'il repose depuis plus d'un siècle au fond de la mer, à l'entrée de la baie de Pensacola, en Floride. Aujourd'hui, l'épave est classée comme site archéologique sous-marin, protégé par l'État de Floride. Cette masse de métal rongée par la rouille est officiellement le plus ancien cuirassé encore existant. Nager autour de sa coque, parmi les bandeaux de poissons, c'est plonger dans les débuts hésitants de la marine américaine, à une époque où les États-Unis tentait encore de s'imposer comme puissance navale. Quand on connaît l'histoire de ce navire, un échec presque grotesque, il est difficile d'imaginer que ce même pays deviendra quelques décennies plus tard la première force maritime du monde. Mis en service sous le numéro BB2 en 1896, l'USS Massachusetts était le deuxième cuirassé moderne de l'US Navy. Pourtant, il était si mal conçu qu'il fut jugé obsolète à peine 5 ans après son lancement. Ces deux navires jumeaux, l'Indiana BB1 et l'Oregon BB3, souffraient exactement des mêmes défauts et furent retirés du service actif en 1901. Tous trois ne retrouveront un rôle opérationnel qu'après d'importantes modifications à l'approche de la Première Guerre mondiale. Lors de son lancement en 1893, le Massachusetts avait pourtant suscité un immense enthousiasme. 15 000 personnes s'étaient déplacées pour voir ce géant de plus de 100 mètres quitter la cale sèche et toucher l'eau. Mais très vite, la réalité s'imposa. Le navire était un désastre technique. Son défaut le plus spectaculaire était aussi le plus dangereux. Lorsque les deux tourelles principales de 330 mm étaient orientées simultanément vers un même côté, le poids des canons faisait dangereusement gîter le navire. Le pont se retrouvait partiellement sous l'eau et plusieurs pièces d'artillerie devenaient inutilisables. À elles seules, les 4 pièces principales pesaient près de 250 tonnes. De nombreux historiens navals résumeront plus tard le problème ainsi. On avait voulu faire entrer trop d'armement sur une coque bien trop petite pour l'encaisser. Avant tout, pour soutenir la chaîne, abonne-toi, mets un like et booste la vidéo si tu as la possibilité de le faire, ça m'aide beaucoup à me développer. Mais ces erreurs ne relevaient pas seulement de l'ingénierie. Elles étaient avant tout le fruit d'un compromis politique. En 1890, le secrétaire à la marine demanda au Congrès américain le financement d'une flotte de 35 cuirassés pour un coût estimé à près de 300 millions de dollars, l'équivalent de plusieurs milliards d'euros aujourd'hui. Le Congrès refusa. Certains élus jugeaient la dépense excessive, d'autres craignaient qu'une telle flotte transforme les États-Unis en puissance impérialiste plutôt qu'en nation défensive. Un compromis fut finalement trouvé, 3 navires seulement seraient construits pour un coût total de 12 millions de dollars. Un investissement bien inférieur aux besoins réels, mais suffisant pour lancer le programme. Le problème, c'est que la conception des navires fut confiée à un comité de responsables civils et non à des ingénieurs navals. Ce comité décida du blindage et de l'armement sans véritablement se soucier de la stabilité ou du comportement en mer. Dès les premières dos sorties, il apparut clairement que ces cuirassés étaient mal équilibrés et dangereux. Sur les photographies de l'époque, les navires ressemblent à des monstres tout droits sortis de l'imaginaire industriel de la fin du XIXe siècle. Des canons émergent de partout, dans toutes les directions. L'idée semblait être simple, compenser l'absence des 32 cuirassés non construits en saturant ces 3 navires d'armes. Un journal de Philadelphie décrivait fièrement l'armement du Massachusetts lors de son lancement. Des canons de 330 mm, 203 mm, 152 mm, des pièces légères réparties sur les ponts, des mitrailleuses Gatling installées en hauteur et même 6 tubes lance-torpilles. Sur le papier, le navire paraissait invincible. En réalité, cette accumulation d'armes transforma le cuirassé en piège flottant. Le Massachusetts n'était pas seulement un mauvais navire. Il était le symbole d'une marine encore inexpérimentée
tiraillé entre ambition politique, contraintes budgétaires et méconnaissances techniques. Un échec total, mais aussi une leçon fondatrice, car c'est en tirant les enseignements de ces erreurs que les États-Unis construiront, quelques décennies plus tard, certaines des flottes les plus efficaces et les plus redoutables de l'histoire navale. Pour bien comprendre l'ampleur de la puissance de feu évoquée, il suffit de s'attarder sur les 4 canons principaux de 330 mm de l'USS Massachusetts. À l'époque, il s'agissait tout simplement des plus gros canons jamais installés sur un navire de guerre. Chacun d'eux pesait plus de 60 tonnes et tirait des obus de plus de 500 kg, capables d'atteindre une cible située à plus de 3 km. À eux seuls, ces 4 canons représentaient un poids colossal. Si l'on additionne l'ensemble de l'armement du navire, on dépasse largement les 450 tonnes. Un chiffre qui explique immédiatement l'un des défauts les plus graves du cuirassé. Dès que les tourelles étaient orientées d'un même côté, le navire penchait dangereusement. Et ce déséquilibre devenait encore plus critique si l'on prend en compte le reste de la charge. Près de 450 tonnes de charbon pour alimenter les machines, des centaines de tonnes de munitions et de provisions, et un équipage de 475 hommes à bord. Ironiquement, c'est grâce à ces échecs spectaculaires que la marine américaine a pris une leçon fondamentale. Des contrepoids étaient indispensables pour maintenir un navire stable en combat. Ces contrepoids ne seront ajoutés qu'en 1906, bien après que les cuirassés aient été retirés du service pour la première fois. Ces améliorations permirent néanmoins au navire de retrouver une utilité limitée, notamment comme bâtiment d'entraînement pour les jeunes marins, et même de participer marginalement à la Première Guerre mondiale. Propulsé par d'immenses machines à charbon, l'équivalent de 4 locomotives à vapeur dissimulées dans les entrailles du navire, le Massachusetts disposait également d'un blindage en acier massif de plus de 12 cm d'épaisseur au niveau de la ligne de flottaison. Le problème, c'est que ce blindage avait été placé trop bas. Il protégeait mal la majeure partie du navire, tandis que la coque sous la ligne de flottaison restait totalement vulnérable. Cette faiblesse se révéla dramatique. Malgré une vitesse relativement modeste de 27 km/h, le Massachusetts frôla la catastrophe à 3 reprises après avoir heurté des obstacles immergés au large de la Floride, de New York et du Maine. Chaque fois, le navire manqua de sombrer. La conception de sa coque trahissait une philosophie dépassée, héritée des cuirassés de type Monitor de la guerre de sécession près de 40 ans plus tôt. Avec son pont très bas sur l'eau, le navire disposait d'un franc-bord extrêmement réduit. Même par mer modérément agitée, il risquait d'être submergé. Et cela avant même que les canons ne soient pointés sur un côté. Le Massachusetts et ses sister ships furent les derniers cuirassés à adopter ce type de coque. Mais l'erreur la plus critique fut sans doute l'absence totale de quilles anti-roulis, un élément pourtant essentiel pour stabiliser un navire de cette taille. La raison était purement industrielle et politique. Aucun bassin de radoub aux États-Unis n'était assez grand pour construire un cuirassé doté d'une telle quille. En bâtir un aurait fait exploser les coûts et le Congrès n'était pas prêt à payer davantage. Au final, ces compromis successifs, combinés à des défauts de conception majeurs et au progrès rapide de l'architecture navale, condamnèrent ces navires dès leur naissance. Pourtant, lorsqu'ils étaient encore neufs, les 3 cuirassés participèrent à la guerre hispano-américaine et jouèrent un rôle important dans le bombardement de Santiago en 1898. Mais dès 1910, malgré de multiples modernisations, le secrétaire à la marine déclara officiellement les navires inutiles et obsolètes. Le Massachusetts connut alors une seconde retraite. Il servit ensuite à des missions symboliques, comme un voyage en Angleterre où il tira ses canons pour célébrer le couronnement du roi George V en 1911. Pendant la Première Guerre mondiale, le navire fut une nouvelle fois remis en service, mais sans rôle de combat. Le Massachusetts fut notamment utilisé comme cible pour des exercices d'artillerie lourde près de la baie de Chesapeake. En mars 1919,
les 3 cuirassés furent définitivement retirés du service pour la troisième et dernière fois. Un journal de Philadelphie écrivit alors avec ironie que ces navires avaient été abandonnés par leurs marins à 2 reprises, mais avaient encore assez de vigueur pour revenir aider à vaincre l'Allemagne en mer. Le texte concluait en se demandant s'ils reprendraient la mer sous un autre pavillon, finiraient à la casse ou serviraient de cible pour former la nouvelle génération de marins. L'Indiana et l'Oregon furent finalement démantelés. Le Massachusetts, lui, connut un destin différent. En 1920, il fut remorqué à l'entrée de la baie de Pensacola pour servir de cible permanente. Là, les batteries du fort Pickens et des canons montés sur wagons ferroviaires ouvrirent le feu sur ce géant d'acier, mettant un terme définitif à la carrière du cuirassé le plus mal conçu de l'histoire navale américaine. Pendant des semaines, l'USS Massachusetts fut pilonné sans relâche jusqu'à ce qu'il finisse par sombrer, reposant finalement par 8 mètres de fond, avec une partie de sa superstructure encore visible au-dessus de la surface. Et même ainsi, son calvaire ne s'arrêta pas là. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'épave fut de nouveau utilisée comme cible, cette fois par des pilotes de bombardiers en entraînement depuis la base aéronavale de Pensacola. Année après année, la marine tenta de récupérer le navire pour le ferrailler, mais l'État de Floride s'y opposa systématiquement. Après de longues batailles juridiques, la Cour suprême de Floride attribua finalement la propriété de l'épave à l'État. En juin 1993, à l'occasion du centenaire de son lancement, la Floride classa officiellement l'USS Massachusetts comme son 4e site archéologique sous-marin protégé. Un statut mérité, car malgré près d'un siècle de bombardements, de tirs d'artillerie et d'immersion permanente, l'épave est aujourd'hui dans un état de conservation remarquable. Avec le temps, la coque s'est couverte d'une telle épaisseur de vie marine qu'elle est entrée dans une forme de stabilité naturelle, ralentissant fortement sa dégradation. Les énormes roues du guindeau d'ancre sont encore visibles, tout comme les vastes ouvertures circulaires où étaient autrefois montées les tourelles des canons de 330 mm. Les formes trahissent immédiatement l'esthétique de la fin du XIXe siècle. Des courbes massives, des engrenages surdimensionnés, une mécanique pensée pour durer coûte que coûte. Les tubes lance-torpilles sont encore assez larges pour qu'un plongeur puisse s'y glisser, et la coque en acier épais est étonnamment bien préservée. Là où des bombes ont arraché les plaques du pont, des poissons surgissent aujourd'hui à travers les ouvertures béantes. Située à l'entrée de la baie, l'épave est devenue un véritable récif artificiel, vibrant de vie. Des bancs si denses de poissons fourrage, sardines, menadent, leather jackets, entourent le navire qu'il devient parfois difficile de distinguer sa silhouette. La visibilité se limite souvent à quelques mètres, non pas à cause de la turbidité, mais de l'incroyable abondance de vie. La superstructure métallique est entièrement tapissée d'éponges, d'anémones, de coraux, d'algues et de tuniciers. De petits poissons fluorescents filent entre les structures, tandis que blennies et soapfish se cachent dans les recoins. Concombres de mer, oursins, poissons papillons, chirurgiens et carangues complètent ce paysage sous-marin foisonnant. Reposant par seulement 8 mètres de fond, l'épave est aujourd'hui un site de plongée très populaire. La lumière du soleil y pénètre abondamment, offrant un spectacle que les épaves profondes ne peuvent égaler. À marée basse, le sommet de la timonerie perce encore la surface et certaines parties de la structure se trouvent à moins de 2 mètres sous l'eau, ce qui permet même l'exploration en snorkeling. Mais le site n'est pas sans danger. Très fréquenté par les pêcheurs, il est jonché de lignes abandonnées dans lesquelles il est facile de s'en mêler. Plus inquiétant encore, de vastes filets de pêche commerciale gisent sur l'épave, probablement laissés par des pêcheurs de mulets ou de poissons à pas. Se retrouver pris dans l'un de ces filets en équipement de plongée peut s'avérer mortel, d'où la règle absolue, toujours porter un couteau. Un autre danger majeur est le courant. Située à l'entrée du chenal de Pensacola, l'épave est balayée par des courants violents
atteignant fréquemment 8 à 10 km/h, totalement impossible à remonter à la nage. Pour plonger sur le Massachusetts, il faut impérativement caler sa visite sur la pleine mer et entrer dans l'eau pendant la courte période d'étale, juste avant que le courant ne s'inverse. Et une fois sous l'eau, il faut simplement se laisser happer par le lieu. Car cette épave raconte une histoire unique, celle d'un échec coûteux, né de compromis politiques malheureux et de décisions incohérentes, qui a pourtant contribué, indirectement, à donner naissance à la plus grande puissance navale que le monde ait jamais connue.